Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la journée internationale de la couverture santé universelle, un impératif, une disposition constitutionnelle qui fait partie intégrante de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En marge de cette journée, les coordonnateurs nationaux de la couverture santé universelle appellent à une mobilisation pour l'accès aux soins de santé de qualité. D'autres précisions dans ces journaux. Bienvenue à tous. La grande information de ce soir, c'est la signature de l'accord sur la construction du port en eau profonde des Bananas entre la République démocratique du Congo et DP World des Émirats arabes unis. Une cérémonie officielle diffusée en direct sur nos antennes présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces méga projets très attendus sera bientôt une réalité. À noter par ailleurs que la construction du port en eau profonde des Bananas était jusque-là la condition sine qua non pour l'aboutissement du projet Pont-Route-Rail entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. La tradition a été respectée. Les membres du gouvernement se sont réunis autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du Conseil des ministres. Les comptes rendus à travers cet extrait du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Deuxième dossier soumis au Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'état des lieux du projet de construction du port en eau profonde de Banana. Le ministre de Transport, Voies des communications et des désenclavements, a soumis au Conseil le dossier relatif à l'état de lieu du projet de construction du port en eau profonde de Banana. Partant d'un rappel de faits, il a expliqué les principaux points de la convention de collaboration portant délégation de services publics pour le port en eau profonde de Banana, signée en mars 2018 avec le groupe Dubai Port World. Cette convention de collaboration a été soumise depuis le mois de novembre à une renégociation suivant les instructions du président de la République, dans l'objectif de garantir les intérêts de l'État congolais dans ces projets. Quant aux actions à réaliser, le ministre de Transport, Voies des communications et des désenclavements, a évoqué une série de mesures, parmi lesquelles la finalisation de la rédaction des compromis des négociations et la signature de l'avenant y afférent. Et ces documents devraient être délibérés en Conseil de ministres et faire l'objet d'un décret du Premier ministre. La mise à disposition effective du concessionnaire des terrains du projet libre de toute contrainte, la mobilisation du financement pour la construction de la route Banana-Matadi, la prise d'un arrêté interministériel accordant les exonérations fiscales, parafiscales et douanières légales applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Il a conclu son intervention. Un vote à l'unanimité du projet de loi des finances exercice 2022 à la Chambre basse du Parlement et ces projets de loi qui est évalué à plus de 2000 milliards de francs congolais a été renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. On fait le point avec Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko Aloma. Une plénière essentiellement consacrée à l'examen et vote du rapport de la Commission économico-financière et contre-budgétaire sur l'examen approfondi du projet de loi des finances exercice 2022. Un budget qui s'élève à 2 241 milliards 286 836 175 francs congolais contre 1 697 milliards 194 757 740 francs congolais en 2021, soit un taux d'accroissement de 32%. Il y a lieu de reconnaître les efforts du gouvernement de la République qui dirige le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Lors de la défense des conclusions des travaux, le président de la commission ECOFIN, Boris Boukou, s'est penché sur le caractère partiel du budget, les inégalités dans la recherche de partage, la non prise en charge en compte par le gouvernement des vacances parlementaires, ainsi que la problématique de l'insécurité dans l'est du pays. La suppression sans délai du prélèvement de la taxe RAM sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo a été prise en compte au cours des conclusions des délibérations de la commission ECOFIN que la plénière a fondamentalement examiné article par article avant le vote favorable. Sur 338 députés nationaux présents dans la salle, 337 ont voté oui, 1 a voté non, aucune abstention. Le test est renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture.
Dans sa communication, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diakwanga, a annoncé le calendrier de finalisation du processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante aux différents postes réservés à l'opposition, au poste du premier vice-président, du rapporteur adjoint, du questeur adjoint, ainsi que le membre de la plénière. En médecine, une greffe ou une transplantation d'organes est le dernier recours usuel en cas de défaillance grave d'un organe vital. Le processus étant complexe, nécessite une attention non seulement des médecins, mais aussi des décideurs. Au Sénat, les élus des élus ont adopté une nouvelle loi sur la transplantation d'organes. Sandra Nyangitabou, Edith Chala et Gelon Kimpianga pour les reportages. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 92 membres ont pris part au vote. 92 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, de tissus et cellules du corps humain. Elle sera transmise à l'Assemblée nationale pour examen. Mes sincères félicitations. Le Sénat a voté en séance plénière vendredi la proposition de la loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Une proposition du sénateur Prince Kaoumba. Elle sera envoyée à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Cette loi, d'après son auteur, permettra à la République démocratique du Congo de se développer sur le plan des structures médicales afin de permettre aux Congolais de se faire soigner au pays. La loi sur la transplantation d'organes, de cellules et de tissus va donner une grande opportunité au pays de se développer du point de vue des infrastructures médicales et de mettre à la disposition de la population des meilleurs plateaux techniques. Au lieu que les gens continuent de souffrir en allant à l'étranger, en cherchant difficilement des visas, ils pourront maintenant bénéficier d'une haute technicité avec des meilleurs plateaux et du personnel de haut niveau ici sur place. Peu avant, la plénière a adopté le même jour le rapport sur la synthèse des rapports des vacances parlementaires couvrant la période du 16 juin au 14 septembre 2021. Ce document résume les problèmes de développement que connaissent les 26 provinces de la République démocratique du Congo et ses 145 territoires. Le Sénat, étant une émanation des provinces, a formulé quelques recommandations au gouvernement, parmi lesquelles l'application de la retenue à la ressource de 40% des recettes à caractère national allouées à la province et veiller à la répartition équitable des ressources nationales. Une première dose, il faut une deuxième, voire une troisième pour faire face à la COVID-19 et avoir moins de risques de connaître la forme grave de ces virus. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge en est en sa deuxième dose et lance un message pour une large couverture vaccinale. Pati Tondong Kizunda, Marcel Moubenga, Julien Piana et bienvenue Loussala ont signé ces reportages. Faites-vous vacciner, c'est le message que le Premier ministre et chef du gouvernement a lancé à la population congolaise après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 ce samedi 11 décembre 2021 à la clinique Ngalima. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a respecté les délais impartis pour prendre cette deuxième dose. Le chef de l'exécutif national a voulu une fois de plus prêcher par l'exemple en posant ses gestes salvateurs, comme pour dire, face à la résurgence de la quatrième vague de cette pandémie, l'alternative reste la vaccination, comme il a préconisé lui-même lorsqu'il a lancé dernièrement la campagne de sensibilisation sur la vaccination dénommée Ensemble contre la COVID-19. C'est le même message que j'ai donné lors de ma première vaccination, parce que nous venions à peine de lancer une campagne justement de sensibilisation sur la vaccination à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, c'est une autre occasion pour moi de demander à toutes les personnes, surtout les groupes cibles, de se faire vacciner. Parce que ça fait partie des éléments qui peuvent permettre de lutter contre cette pandémie qui n'a fait que trop endeuiller le monde. Le Premier ministre exhorte donc la population congolaise à emboîter ses pas.
J'en parlais au début de ce journal, l'accès universel aux soins de santé, un droit garanti par la Constitution, une disposition qui prend de plus en plus corps grâce à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'humanité a célébré ce samedi 11 décembre la journée de l'accès à la couverture santé universelle. Cédric Eninambo, Joseph Oscar Mbalkaï et Moke Maluma nous en disent un peu plus sur cette journée. L'accès aux soins de santé à moindre coût se pose avec acuité en République démocratique du Congo, avec un taux évalué à plus ou moins 10% de couverture nationale. En cette journée internationale de la couverture santé universelle, célébrée le 11 décembre de chaque année, différents acteurs et partenaires sociaux ont cogité autour du thème « Ne laisser la santé des personnes de côté, investir dans les systèmes de santé pour tous ». Le coordonnateur national de la couverture santé universelle, le docteur Roger Kamba, en appelle à une mobilisation pour l'accès aux soins. Et nous espérons qu'à cette journée de commémoration, tout le monde puisse se dire « Ok, c'est peut-être le moment qu'on se lève pour bâtir ce système ». Et moi, j'en fais partie et je demande que cette passion-là naisse et grandissent pour que nous tous, nous puissions répondre à la question très très simple de dire, quand je suis malade, comment est-ce que je suis pris en charge? À ces sujets, plusieurs orateurs ont entretenu l'assistance, constituée notamment d'une brochette importante des membres du gouvernement sur la couverture santé universelle, son mode de fonctionnement, ses avantages et de quelle manière la population peut en tirer profit. Au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a salué les avancées enregistrées dans ce domaine crucial de la vie nationale. Il a fallu que son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, accède à la magistrature suprême pour que cette exigence constitutionnelle soit inscrite comme l'une de première priorité de l'action gouvernementale, telle que reprise dans le pilier 11 du 4e secteur d'activité, secteur social du programme du gouvernement, que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a la lourde responsabilité de mettre en œuvre. Cette célébration a permis aux uns et aux autres de jeter des bases pour une couverture santé universelle assurée en RDC. Le groupe Vivendi Africa pose ses valises en République démocratique du Congo. Son produit d'Internet haut débit, Canal Box, a été présenté au public. Une cérémonie à laquelle a pris part les ministres des Pétentik, Augustin Kibasama-Liba, Nono Mantekou et Edith Chalakatala pour les détails. En stat comme en premium, c'est l'Internet haut débit, illimité, rapide et fiable, 100% fibre optique, que Canal Box offre pour la première fois en République démocratique du Congo. Un investissement qui trouve le gouvernement bien mobilisé pour une économie numérique d'ici 2025, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà présent dans plusieurs capitales africaines, le groupe Vivendi Africa s'installe en RDC et crée plus d'une centaine d'emplois directs, a déclaré son président, Marco Deassis. Le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, qui a officiellement lancé les activités de Canal Box en RDC, se félicite de cette arrivée. C'est un pas de géant que nous venons de faire aujourd'hui et qu'il faut continuer. On a besoin d'aller partout. C'est ça. La vision du gouvernement, c'est de connecter le Congo. Pour plus d'éclaircissements sur le procédé, Nicolas Descamps, directeur général du groupe Vivendi Africa RDC, a donné tous les détails. On est très content d'être en RDC. On a un projet long terme qui s'inscrit dans la durée, qui va nous permettre d'offrir des connexions qui sont très haut débit, illimitées, fiables, familiale et accessible. Les ministres du numérique, Eberande Kolongele, et de la recherche scientifique, José Pandakabangu, ainsi que le conseiller principal du chef de l'État en charge du numérique, aux côtés d'autres personnalités, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de lancement d'Internet démocratisé. La consolidation de la paix, la sécurité en Afrique, une question qui a suscité un débat houleux au Forum international de Dakar au Sénégal. Les panélistes présents à ces assises de haut niveau ont également réfléchi sur les comment mettre fin au terrorisme en Afrique. C'est un reportage de notre envoyé spécial à la capitale sénégalaise, Christine Lenzo.
La 7e conférence internationale de Dakar pour la paix et sécurité était consacrée à la thématique consolider la paix et la sécurité en Afrique. Les soucis des organisateurs est de renforcer l'autonomie du continent et à paver les chemins de son émergence économique et sociale. À cette problématique, quelques intervenants ont apporté leur contribution sur comment améliorer la sécurité des États et permettre le financement des dynamiques de paix et de reconstruction durable. Parmi eux, on a noté la présence du ministre Ngo Kosso du Congo-Brazzaville qui a parlé de différentes missions destinées à la pacification de la Libye. Juste après, on débuté des travaux en atelier. Le premier analysait la question de l'Afrique face à la montée de l'extrémisme violent. Le deuxième abordait la coopération et l'autonomie stratégique des États africains. Les contrôles et la maîtrise des espaces maritimes étaient aussi au centre des discussions. Les panélistes ont dénoncé le terrorisme, la traite des êtres humains, la pêche illicite, une pratique qui fait des mers du continent de l'Afrique les premières zones de piraterie au monde. Parlant de la montée de l'extrémisme violent, selon les conférenciers, au cours de l'année 2020, plus de 1800 attaques terroristes ont été recensées sur le continent. 59% de ces attaques étaient perpétrées contre des civils, 35% contre les personnels des forces de défense et de sécurité, 6% ont visé les institutions gouvernementales et les organisations internationales. Des propositions étaient ainsi faites pour renforcer les politiques de prévention et des capacités de lutte en vue d'améliorer durablement la sécurité des populations. C'est autour de 18 heures que la ministre des Affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais de l'extérieur a clôturé les assises de ce forum de Dakar pour la paix et sécurité en Afrique, assises tenues après un lourd silence imposé par la COVID-19. La République démocratique du Congo compte relancer les travaux de construction du barrage hydroélectrique des Katende de 64 MW dans la province du Kasaï central, l'un des disposés à accompagner la RDC pour la réalisation de ces projets. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Moukaleng, a reçu les diplomates indiens en poste à Kinshasa. On en parle avec Marie-Kalong Igwezia. Le gouvernement congolais s'active pour la relance des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende avec une capacité de 64 MW. Autour d'une réunion présidée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Moukaleng, qui place le social au centre de son action, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo en Inde et celui de l'Inde en RDC ont réaffirmé l'engagement d'Exil Bank à financer les travaux de construction de cette centrale. Déjà, les entreprises Warp et Bell ont reçu l'aval du ministre Olivier Mwenze-Moukaleng pour effectuer une descente à Katende dans les tout prochains jours. Question de faire un état des lieux et une évaluation des matériels avant la reprise des travaux. La délégation indienne est arrivée hier pour descendre sur le site à Katende, faire une évaluation, l'état des lieux, des travaux qui ont été effectués, aussi le tas de matériels qui sont là, ce qui est très important, vous connaissez, on a besoin d'électricité dans notre pays. Le projet du barrage hydroélectrique de Katende avec ses 64 MW pourra desservir en électricité les villes de Kananga et de Mbujimaï dont le besoin ne dépasse pas 30 MW. Il est essentiel de fournir aux ménages congolais des services de gestion des déchets de haute qualité pour préserver la santé publique. La RDC s'aligne dans cette logique et lance l'opération d'identification d'enregistrement des assujettis à la taxe d'assainissement, d'évacuation d'immondices et ordures ménagères dans la ville de Kinshasa. D'autres précisions dans ces reportages de Joël Makela et Junior Bonyoma. Kinshasa s'empresse pour avoir une base de données des assujettis pour le paiement de la base d'assainissement. Pour ce faire, les sensibilisateurs sont outillés pour persuader le ménage, les établissements et autres de la gestion de déchets. Nous voulions que la compréhension quant à la gestion de déchets solides soit comprise par tous et de la même manière, pour pas qu'il y ait des décalages en termes de restitution et surtout qui peut causer un gros bug auprès de la population. Placé sous le haut patronage du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mpoka, dans cette démarche, l'hôtel de ville a mis à profit l'expertise des Miss Propres, une firme spécialisée dans le domaine d'assainissement. Demain, nous rêvons tous d'une ville assainie et c'est possible.
et ça commence maintenant. Voilà pourquoi nous avons pris toutes les dispositions qui s'imposent dès la semaine prochaine. Vous verrez dans les rues, dans les entreprises, auprès des ménages, ces sensibilisateurs venir annoncer cette bonne nouvelle et aussi à l'équipe censée identifier les ménages afin que nous ayons une base de données fiable. Pour la première fois dans l'histoire de la ville, nous aurons une base de données de tous les ménages, de tous les assujettis, notamment aussi les établissements classés ainsi que les entreprises. La commune de La Gombe est la phase expérimentale de cette opération de terrain. Justement, en rapport avec cette opération d'identification et enregistrement des assujettis à la taxe d'assainissement, évacuation d'immondices et ordures ménagères dans la ville de Kinshasa, les commissariats généraux en charge de l'environnement et aménagement de la ville informent les Kinoises et Kinois en général et ceux résidant dans la commune de La Gombe en particulier qu'en application de l'arrêté du 8 mai 2013 fixant le taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère provincial de l'éducation, environnement, communication et genre, secteur de l'environnement, ainsi que de nouvelles mesures de gestion des déchets et de protection de l'environnement qu'il procédera à l'opération d'identification et d'enregistrement des assujettis à la taxe d'assainissement, d'évacuation d'immondices et ordures ménagères, ménages, personnes physiques ou morales exerçant une activité économique, artisanale, industrielle et des services dans la ville de Kinshasa. La dite opération permettra de constituer une base de données fiable en vue de la dématérialisation de la taxe sus-évoquée. À cet effet, il est demandé à tous de recevoir les agents commis à cette mission qui débute ce lundi 13 décembre prochain. Fait à Kinshasa le 9 décembre 2021, ces communiqués portent la signature de Laetitia Benakabamba, commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la ville. Poursuivant ces journaux santé, chaque année, plus d'1 million de personnes sont nouvellement infectées du VIH-Sida, surtout les jeunes. Les thèmes retenus cette année, mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie, a retenu l'attention des responsables du secrétariat technique du programme national multisectoriel de lutte contre les sida. Une matinée scientifique a été organisée au siège même du PNMLS, comme illustre bien ces reportages de Blandine Wavinga-Namboyo. C'est pour commémorer la journée mondiale du sida tenue le 1er décembre dernier que cette matinée scientifique a été organisée par le secrétariat exécutif national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS. Au cours de cette rencontre, il a été question de réfléchir sur les thèmes international et national de la 33e édition de la journée mondiale du sida. Aussi d'informer la communauté sur la situation épidémiologique du VIH-Sida en RDC. Sur le plan international, le thème se résume en ces termes. Si nous conjuguons nos efforts en synergie, en connaissance de notre réalité, nous trouverons la voie pour atteindre l'objectif 2030. Et le thème national s'articule autour de mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie. À ce jour, le monde compte environ 37 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 25,3 millions en Afrique et 35 millions en sont décédés. Partant des thèmes évoqués ci-dessus, 4 points essentiels ont été débattus. Il s'agit notamment de connaître l'état de la réponse au VIH de la RDC, de connaître le baromètre analytique du VIH, comment faire face aux inégalités qui s'érigent en barrière dans la riposte au VIH et enfin VIH et Covid-19. Parmi ces inégalités figurent celles qui sont liées au sexe et au genre, au statut sérologique, à l'orientation sexuelle, à la stigmatisation et à la discrimination associées à l'infection à VIH, pour ne citer que celles-là. Signalons que cette matinée scientifique a connu la participation des professeurs d'université, des médecins, de la société civile, des ONG et des organismes des Nations Unies. Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres. Et ces personnes plaident pour leur inclusion sociale. Un plaidoyer à l'attention du gouvernement a été fait par les délégués de noyaux provinciaux et associations de cette catégorie des personnes. C'était en présence d'Irène Sambodiata, ministre et déléguée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, nous dit Betty Amanikunda.
En séjour à Kinshasa, dans le cadre des activités liées à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, les délégués des noyaux provinciaux et associations des personnes handicapées de 26 provinces, sous le leadership de la ministre déléguée Irène Sambou-Diatta, ont échangé avec des experts de ministères sectoriels sur leurs problèmes spécifiques. Il s'agit notamment des problèmes d'infrastructures non adaptées, de manque d'écoles spécialisées, des difficultés liées à la mobilité et des problèmes de soins de santé primaires. Nous demandons à ces experts d'être nos interprètes auprès de leurs ministres fidèles afin que nos préoccupations puissent avoir de l'écho au niveau de chaque ministère, parce que la question du handicap, c'est une question qui touche presque tous les ministères. Aujourd'hui, nous avons quand même essayé de dire au ministère de l'EPST et de l'ESU que la scolarité de la personne, ou soit de l'enfant handicapé, est très importante. Alors, nous avons essayé un peu de proposer à ces deux ministères de pouvoir supprimer quelques frais qui sont des obstacles auprès des enfants handicapés pour ne pas aller à l'école. Face à la pertinence des préoccupations soulevées par des personnes vivant avec handicap, les experts ont promis de le transmettre aux autorités compétentes. À travers ce genre de rencontres, la ministre déléguée voudrait faire participer les personnes vivant avec handicap dans le processus de leur inclusion sociale. Des documents attendus depuis 2013, il s'agit des manuels, des procédures, des collectes des impôts, droits, taxes et redevances du pouvoir central. Les travaux de validation de ces manuels se sont clôturés récemment à Kinshasa. Rikinzuli Loya Mayawel nous en parle à travers ses reportages. La problématique de la collecte des taxes, impôts et autres redevances face au conflit des compétences administratives du niveau central, provincial et des entités territoriales décentralisées trouve aujourd'hui une meilleure solution dans un manuel centralisateur que les délégués des différentes administrations d'assiette viennent de valider à Kinshasa grâce à l'accompagnement technique du comité d'orientation de la réforme des finances publiques et l'appui du projet de renforcement de la redevabilité et la gestion des finances publiques. Il a fallu mettre un manuel qui renseigne chaque opérateur économique de ce à quoi il est assujetti auprès de ses différentes compétences, de manière à éviter des interférences. Parfois, pour le même ministère, vous retrouvez plusieurs compétences administratives. Au niveau de la commune, on réclame les droits au ministère des Transports. Au niveau de la ville, au niveau même central, au secrétariat général. Alors nous avons fait le travail de pouvoir expliciter en profondeur chacune des taxes que doit percevoir X ou Y service de chaque administration. Il a été expliqué en profondeur chacun d'actes générateurs des recettes, à percevoir par quel service et à quel niveau. Véritable guide des facilités pour les opérateurs économiques souvent victimes des conflits administratifs. Les participants ont sollicité l'ajout dans ce manuel de 2 rubriques, à savoir la périodicité pour le paiement des taxes et sanctions encourues en cas de non-paiement. Restaurer les pouvoirs de l'autorité coutumière en RDC, tel est le vœu du gouvernement formulé par les vice-ministres de l'Intérieur en charge des questions coutumières à l'issue de l'atelier des renforcements des capacités des agents et cadres du secrétariat général sous sa tutelle, nous dit Luxon Kabala. Transformer les entités coutumières en foyer important d'impulsion, de développement à la base, c'est la motivation profonde de l'organisation de cet atelier de renforcement des capacités des agents et cadres du secrétariat aux affaires coutumières. Cette formation axée sur le résultat doit être continue pour que la gestion de l'administration coutumière devienne meilleure, ce qui à coup sûr va contribuer à la restauration de l'autorité coutumière concrètement en réduisant sensiblement les conflits interclaniques. Recommandation du vice-ministre de l'Intérieur en charge des questions coutumières avant de procéder à la remise de brevets aux participants. Cet atelier de renforcement des capacités sur la gestion axée sur les résultats en faveur de cadres et agents de l'administration centrale des affaires coutumières devra s'étendre également aux administrations provinciales pour que tous voyons les choses dans le même diapason. Pour maintenir leur forme physique,
les participants à cette formation avec à leur tête le secrétaire général Augustin Mungini et le directeur des ressources humaines, Madame Tsanga, ont effectué une marche de santé à la gare centrale. Politique, le Centre des réformateurs intégrés du Congo CRIC vient de totaliser une année d'existence. Une cérémonie a été organisée à Kinshasa en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya. Jojo Ndibou nous en dit un peu plus. Les membres du parti politique au Cercle de réformateurs intègres du Congo, CRIC, parti cher à Madame Stéphanie Mbombo, ont pris d'assaut la salle du Jardin botanique de Kinshasa ce vendredi 10 décembre 2021 pour célébrer avec faste le une année d'existence de ce jeune parti, petit mais costaud, parti allié à l'UDPS. Devant les membres venus des provinces, des différentes communes, de la diaspora et autres invités des partis alliés au CRIC, la présidente du CRIC, Madame Stéphanie Mbombo, a d'entre deux jeux circonscrit l'événement. Elle a rappelé que le Cercle réformateur intègre du Congo est un parti congolais qui prône l'intégrité comme préalable à toute action publique et politique, ainsi que le libéralisme social comme système économique, tout en soutenant la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place les Congolais au centre de toute action et de ses priorités résumées par le peuple d'abord. CRIC s'appuie sur 5 piliers, à savoir l'éducation, l'entrepreneuriat, les réformes, l'état de droit et l'environnement. Cette célébration d'une bougie de plus du CRIC a connu la participation de plusieurs invités de marque, notamment le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya. Nous sommes ensemble car vous êtes l'un des partis alliés de l'UDPS. Je vous transmets les salutations, les encouragements et le soutien du président de la République. Que CRIC aille de l'avant. Cette journée festive s'est clôturée par le partage du gâteau d'anniversaire dans une ambiance bon enfant. Revenons sur la célébration de la Journée internationale des droits humains qui a été célébrée hier. Suivez. 10 décembre 1945, 10 décembre 2021, 73 ans, jour pour jour, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. En République démocratique du Congo, une journée de sensibilisation sur l'état de droit et les droits humains a été organisée ce jeudi 9 décembre 2021 à la Cité de la Paix du Conseil universel pour la paix des nations et continents, KILPAC en sigle. C'était une occasion pour le directeur général Daniel Santoubiko de marquer un temps d'arrêt pour s'interroger sur l'impact des droits humains dans notre société. Nous avons la conviction que dans les années à venir, la jeunesse actuelle des pays africains auront une large connaissance sur les droits humains qui garantira la paix des nations. Autre temps fort de cette journée, c'est le dévoilement par la représentante de la MONUSCO de l'emblème des Nations Unies et la remise du titre universel pour la paix à la présidente de la Fondation Kassalu, Fanny Tshisekedi Kassalu, pour les efforts consentis et son engagement dans l'encadrement de la jeunesse. Ceci est un prélude à la cérémonie officielle qui aura lieu au mois de février 2022 au Parlement européen. Enfin, cette journée a été couronnée par un hommage rendu à Sa Majesté la Reine de Saba III, Sheba Debra, en sa qualité de messagère internationale de la paix et servante de l'humanité, ainsi qu'à la Reine Fabienne Fatou Diop du Sénégal. Fin de ce journal de Getio Matete, réalisé par Julien Piana et Discover Pongo. Et Litumba était derrière la caméra. Serge Merlin Mata revient à 23h pour la suite de l'actualité. Au revoir.